La levée de corps d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a eu lieu ce vendredi 27 novembre à Ivosep à Trècheville. Une levée de corps suivie de son inhumation au cimetière de Williamsville. Quel est l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur de l'artisanat? Nous aurons des réponses dans cette édition. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le 21 novembre dernier, a été inhumé ce vendredi 27 novembre au cimetière de Williamsville. Avant cela, sa levée de corps a eu lieu en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, après une veillée de prière en sa mémoire à la grande mosquée de la Riviera Golf. Pagasorokoni. Ivosep, dans la commune de Trècheville. Dans ce cercueil se trouve Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football et président directeur général de Ivosep Ivoire Sépulture. Décédé le samedi 21 novembre dernier, Augustin Sidi Diallo a eu droit à des hommages mérités. Tour à tour, amis, collaborateurs, supporters et comités de soutien aux éléphants, hommes des dieux, personnel de Ivosep, mais aussi enfants et familles biologiques ont fait des témoignages en vue de mettre en lumière la valeur d'un grand homme au service des autres. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Je ne sais pas s'il faut t'appeler président ou petit frère. Tu n'aimes pas que je t'appelle président parce que tu disais que petit frère, c'est Dieu que le statut a donné. Mais aujourd'hui, les imams m'ont donné une appellation qui te convient. Élu de Dieu, Sidi. Qu'est-ce qui ouvre les portes du paradis? Dans toutes nos religions révélées, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de Sidi sont incommensurables. Et elles ont été faites à la destination. Et ceux que Allah le Tout-Puissant a désigné pour être accompagnés, pour être soutenus dans les épreuves qu'il leur soumet. Ami de longue date et frère d'Augustin Sidi Diallo, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko n'a pas voulu rester en marge des témoignages. Je veux juste prendre la parole pour saluer la mémoire. On a parlé du grand entrepreneur, du sportif. Je veux saluer la mémoire du grand homme, l'ami de tous, un homme serviable, un homme qui aimait rendre service, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider. Je suis ministre depuis quelque temps et avec le président on en parlait. Sidi n'a jamais demandé un service pour lui-même. Jamais, 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 jamais. Tata Bi, enfant Diallo, vous êtes fiers de ce monsieur. Après ce témoignage plein d'émotions, un standing ovation à la demande du Premier ministre a été fait en la mémoire du président de la FIF pour lui témoigner la gratitude de toute la nation. Après quoi, son cercueil a été couvert du tricolore ivoirien, symbole de la plus grande reconnaissance de l'État. La levée du corps terminée, Augustin Sidi Diallo a ensuite été transporté en dehors de la salle où il a reçu les honneurs militaires. Président de la Fédération ivoirienne de football depuis 2011 et président directeur général d'Ivosep, Augustin Sidi Diallo a été inhumé au cimetière de Williamsville dans la stricte intimité familiale. Les cérémonies de 7e et de 40e jour auront lieu ce dimanche 29 novembre au domicile du défunt dans la commune de Cocody. Tout s'épuise un jour, sauf le bien que tu fais et l'amour que tu donnes. Adieu Sidi. Adieu Prési. Adieu PDG. Que ton âme repose en paix. Diego Maradona, légende du football argentin, a également été enterré après une cérémonie religieuse dans l'intimité de sa famille et ses amis proches.
dans le cadre verdoyant du cimetière de Bella Vista à l'extérieur de la capitale. C'était à l'issue d'une journée où des milliers de fans lui ont rendu un dernier hommage. Le corbillard transportant le cercueil recouvert du drapeau argentin avait quitté le palais présidentiel en fin de journée, salué par des milliers de personnes le long des routes avant que le cercueil ne soit mis en terre dans un caveau familial aux côtés de ses parents. La crise sanitaire liée au coronavirus a affecté de nombreux secteurs d'activité, dont celui de l'artisanat. Comment les artisans ont-ils vécu les heures chaudes de la pandémie? Quel a été l'impact de la crise liée à la Covid-19 sur leurs activités et le fonctionnement du secteur de l'artisanat? Comment s'en remettre les artisans? Joël Gosset s'est intéressée à toutes ces questions. Elle nous donne des réponses dans ce reportage que je vous invite à suivre. Grand Bassam, village artisanal. Des œuvres d'art longent la voie express. Des expositions à ciel ouvert qui suscitent la curiosité. Mais paradoxe, un calme plat règne sur ce marché en ce Mohamed Kaba, porte-parole de l'association du village des artisans de Grand Bassam, est sculpteur depuis maintenant 30 ans. Il fait la douloureuse expérience de ce passage à vide. Depuis le Covid, on a des difficultés pour ne pas dire que nos enfants ne vont plus pratiquement à l'école. On ne voit pas de touristes. Mohamed Kaba et ses compagnons d'infortune appellent à l'aide. Nous demandons au ministre de nous aider. On est fatigués. Les ministres d'abord, il n'a qu'à penser d'abord à nous. Actrices incontournables dans le système sanitaire, les aides soignantes jouent le rôle d'intermédiaire entre les infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire et patients. Cependant, elles sont confrontées à d'énormes difficultés. Notre reporter Nou Sangaré est allé à leur rencontre à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. Une rencontre pour comprendre leur réalité quotidienne. Et c'est en hommage à Aïcha Mambala Traoré dont les amis ont voulu pérenniser les actions. Salle d'éducation de la clinique du diabète et de l'hypertension artérielle de l'hôpital général de Port-Bouët. Angéline, tu peux rentrer. Nadège reçoit son premier patient du jour. C'est notre quotidien. Ici, quand le malade arrive, on fait d'abord l'accueil. On les fait asseoir dans la salle d'accueil là-bas. Et nous sommes ici dans la salle de soins. J'appelle au fur et à mesure. Quand ils viennent, je prends les constantes. Voilà. Et après les constantes, directement, je véhicule le carnet chez le major ou l'infirmier du jour. Les aides-soignantes occupent une place de choix dans le système sanitaire. Elles jouent le rôle d'intermédiaire entre médecins, infirmiers, sages-femmes et patients. Elles nous aident dans nos différents soins en s'occupant des constantes. Et quand c'est dans un service où il y a une hospitalisation, l'aide-soignante est en permanence avec le malade hospitalisé. Pour pouvoir, en cas d'écart, venir consulter l'infirmier pour dire ce dont le malade a besoin. Au contact des malades dans leur quotidien, les aides-soignantes sont souvent exposées aux maladies de tout genre. En service aux urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Trècheville, au plus fort de la crise à coronavirus, Annie Cynthia a fini par contracter la maladie. Nous sommes en première ligne. Donc quand le malade est arrivé, il fallait s'occuper du malade, prendre ses constances. En ce moment, on ne savait pas que le malade était contaminé, si je peux dire ainsi. Voilà. Donc on s'est occupé du malade. On a aidé l'infirmier à faire sa prise de voie veineuse. 3 jours après, le résultat est venu. On dit qu'il est contaminé. Donc il fallait nous mettre en isolement. En dépit de leur apport important dans le dispositif sanitaire, elles sont souvent décriées dans l'exercice de leur métier. Je dirais que c'est le manque de formation. Voilà. Le manque de formation, le manque d'expérience aussi. Et puis, comme on le dit, il y a ceux qui ont été formés par l'INFAS
Il y a ceux qui ont été formés par les écoles privées et ceux qui sont venus apprendre le métier sur l'État. Ce qui fait la différence. La formation d'une aide-soignante, vraiment, ce n'est pas en 6 mois. Elle va au-delà de 6 mois. Et même quand elle est en exercice, il faut qu'elle ait qu'il ait une formation continue. Voilà, ce qui nous manque vraiment en Côte d'Ivoire. Pour répondre à cette problématique, un concours est ouvert à l'INFAS depuis l'année dernière, à l'intention des titulaires du brevet d'études du premier cycle et du CAP sanitaire délivré par les centres de formation qualifiante. Ça sera 3 ans de formation. Et donc, nous pensons que les établissements privés ne pourront pas suivre le rythme de faire une formation de 3 ans. Et donc, je pense que ça sera la solution à notre problème. Nous sommes un peu confondus avec les infirmiers et les sages-femmes et les techniciens de surface. Donc, il faut que on fasse un effort pour promouvoir le métier de l'aide-soignant dans les hôpitaux, pour montrer à la population notre rôle. L'accueil des malades est très important. Bien accueilli, le malade est guéri. On le rassure, on le dirige, on est là pour la population. La Côte d'Ivoire revendique près de 5000 aides-soignantes et auxiliaires de santé. Le 26 novembre est une journée dédiée aux aides-soignantes et auxiliaires de santé. Le rôle des aides-soignantes face aux malades de la Covid-19, c'est le thème choisi pour cette édition 2020. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a visité le jeudi 26 novembre dernier le centre d'incubation Sistar à Marcory. Une façon pour lui de s'assurer du bon déroulement de la formation de 60 jeunes promoteurs de start-up retenus par l'agence Emploi Jeunes pour la création de projets dans les domaines de l'agriculture et des technologies de l'information et de la communication. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il y a eu un rassemblement de l'espoir, le 3e de l'année 2020, ce 22 novembre à Séoul, en Corée du Sud. Ce rendez-vous est une initiative du Dr Ak Ja-han Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation résolue à bâtir un monde de paix. Au programme, des questions de paix, mais également la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de Corée, entamée en 1950. Les participants à la 3e édition du Rallye de l'Espoir au titre de l'année 2020 ont planché sur les voies et moyens pour l'établissement d'une paix durable dans le monde. Cette rencontre a également commémoré le 70e anniversaire de la guerre de Corée, débutée en 1950. La Corée est une nation divisée depuis le début de la guerre de Corée, il y a de nombreuses années. Mon propre pays, le Libéria, et plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest ont connu les souffrances, les destructions et les ravages causés par la guerre et la division. Alors que je servais au Congrès et que je rendais visite aux grands dirigeants de la Corée du Sud, j'ai pu voir que le pays que j'avais quitté, réduit en cendres, en proie au désespoir et à la douleur, a su renaître de ses cendres pour devenir un symbole de démocratie, de liberté et d'expansion économique. Ce rallye, ce rassemblement d'espoir me rappelle qu'il y a 70 ans, la péninsule coréenne, où la guerre terrible a éclaté. Et Dieu a mobilisé des forces du monde entier pour venir et protéger la démocratie et la liberté en Corée. Et ceci est grâce aux efforts de ces vétérans, de ces combattants qui ont... Lors du 3e Rallye de l'Espoir, un hommage a été rendu aux vétérans de guerre et aux nations qui ont envoyé des troupes pour combattre aux côtés de la Corée du Sud. Une cérémonie d'hommage marquée par diverses prestations artistiques. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.